De retour dans l'Africa Newsroom, Mohamed Ly, président du centre de réflexion IPOD, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gracien Roux, Kindy Kiza et Samuel Gembok. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La démographie galopante sur le continent africain et l'exode rural en constante augmentation a eu d'énormes conséquences sur les capitales du continent. Les villes congestionnées, manque de logements et surtout d'infrastructures. L'urbanisation apparaît aujourd'hui comme un véritable défi. Focus sur la Guinée équatoriale et le Congo avec Birama Saonera. En 2050, plus d'1 milliard d'Africains seront des citadins, contre 400 millions actuellement et 20 millions en 1950. Une révolution radicale due à l'expansion démographique et aux migrations rurales et économiques. Face à cette situation, de nombreux pays du continent ont initié des politiques d'urbanisation. Au Congo-Brazzaville, la municipalisation accélérée et les grands chantiers pour l'aménagement du territoire congolais. Ils s'articulent autour du développement d'infrastructures économiques, sociales, sportives et administratives, afin de faire des villes du Congo le relais du développement local et national. En Guinée équatoriale, les autorités ont fait le pari des infrastructures pour soutenir la politique du développement urbain. Malabo, Oyala et Bata sont en perpétuel chantier. Objectif, faire des villes du pays des véritables pôles de croissance économique. Quels sont les principaux axes et composantes de la stratégie de développement urbain au Congo et en Guinée équatoriale? Ici, en plein cœur de Malabo, les véhicules sont en file indienne, signe apparent de la congestion de la capitale équato-guinéenne, avec une population estimée à 150 000 habitants et appelée à doubler d'ici 20 ans. Les autorités ont décidé de son extension. Lorsque le président de la République prit la décision de développer le pays, Malabo était une structure coloniale réduite en termes de dimension. Nous avions compris plus tard qu'il voulait un espace où pourraient s'implanter de nouveaux édifices. Nous l'avons appelé Malabo 2. Autre pays, autre réalité. Au Congo, la municipalisation accélérée est un véritable outil de développement urbain. Créé en 2004, le concept de la municipalisation accélérée permet de doter la région qui accueille la fête nationale de plusieurs infrastructures. Chaque année, on choisit un département et on apporte la fête là-bas. Donc on se retrouve avec comme un package global pour affronter une communauté, apporter à cette communauté ce qui manque et faire la fête par la suite. Et vous voyez, après, c'est magnifique. Et l'unanimité a été établie parce que c'était la meilleure manière d'aménager le territoire de manière équilibrée, dans l'équité. La Guinée équatoriale Project sera en charge de dessiner la nouvelle ville. Les chantiers des Malabo 2 ont commencé en 2000 par une route principale reliant la ville à l'aéroport. Construite par la société française Bouygues, cette autoroute sera la première infrastructure de la nouvelle ville. Des édifices seront érigés sur le long de cet axe routier. Les premiers édifices qui ont été mis en place sont celui de Guinée équatoriale Pétrole, puis la construction de nouveaux ministères. Le projet de Malabo 2 répond à toutes les nécessités sociales et administratives d'une ville. Il a servi à la décongestion de la circulation, car les véhicules circulent de manière plus fluide. Les écoles et les ministères qui se trouvent à Malabo 2 sont plus modernes. En Guinée équatoriale, une ville est en train de sortir du néant en pleine forêt équatoriale. Cette nouvelle ville qui sort des terres s'appelle Oyala. La nouvelle cité administrative a pour but de freiner l'exode rural et de rendre attractive la partie intérieure du pays. Pour dessiner une ville comme celle-ci, il y a des infrastructures prioritaires que nous avons mises en place telles que les routes. Nous avons en cours la construction de l'université afro-américaine qui sera une université au niveau international, la construction de l'hôtel de 600 lits, l'hôpital, l'école des sports, 1000 logements sociaux et des édifices commerciaux. Chaque année, c'est plus de 300 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition de la municipalisation accélérée au Congo. D'ailleurs, en 2014,
la ville de Sibiti a bénéficié de 150 projets pour un montant de 450 milliards de francs CFA. Vous ne pouvez pas faire un défilé civil et militaire sur une voie qui n'est pas goudronnée. Vous ne verrez même plus un seul soldat tellement la poussière monte. Vous voyez? Donc, il faut donc commencer à bitumer le grand boulevard qui devient une place noble, une place importante au niveau de cette communauté urbaine. Au Congo, le concept de la municipalisation accélérée commence à porter ses fruits. Pour s'en persuader, il suffit de prendre en compte l'impact de ces procédés sur la baisse du chômage dans le pays. De 34,2% en 2011, la part des personnes sans emploi est descendue à 6,9% en 2013. Une baisse spectaculaire qui s'explique en partie par l'explosion de l'offre dans le domaine des grands travaux publics et de nombreux projets structurants. Il y a le facteur infrastructurel, notamment la construction des routes. Il y a les barrages, notamment le barrage d'Umboulou, il y a les ponts, il y a également le secteur minier qui a pris beaucoup d'ampleur. Il y a principalement la question de la municipalisation accélérée des départements qui a boosté effectivement les activités de plusieurs secteurs. La cité administrative d'Oyala, située en plein cœur du pays, à 20 minutes de l'aéroport international de Montgomery, sera alimentée en électricité par ce barrage. Le barrage de Djibolo, construit en 2011 par Sino Hydro, une entreprise chinoise. Pour désenclaver la cité, un réseau routier ceinture la ville avec diverses sorties du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pendant ces 7 dernières années, nous avons pratiquement réalisé toutes les autoroutes environnantes de la ville d'Oyala pour la connecter aux différents points du pays. Après, nous avons commencé les travaux au sein de la ville avec les voies urbaines. Il y a 1 an, nous avons commencé toutes les infrastructures nécessaires pour viabiliser la ville. Tout ce qui se réfère avec les rues, les avenues, les ponts. En Guinée équatoriale, les choses évoluent à un rythme soutenu sur les chantiers d'Oyala et de Malabo 2. La construction d'un parlement régional, du palais présidentiel et des futures institutions sont en cours sur ces sites. Des ambassades et représentations diplomatiques pourront s'implanter. Au-delà du concept, la municipalisation accélérée apparaît aujourd'hui au Congo comme un véritable vecteur de développement. Salué par une grande partie de la population, le concept de la municipalisation accélérée au Congo et le processus d'urbanisation en Guinée équatoriale constituent des véritables politiques visant à accélérer le développement urbain et faire face à l'explosion démographique. L'objectif est aussi de mieux préparer l'avenir des générations futures à travers la réalisation d'infrastructures modernes. Monsieur Ly, qu'est-ce qui motive l'exode rural? La recherche d'emploi, l'espoir d'une meilleure vie? Non, mais clairement, je pense que l'urbanisation, c'est un phénomène aujourd'hui inéluctable. Avant, on disait que l'Afrique, effectivement, les capitales étaient toutes nouvelles et il ne fallait pas qu'il y ait cet exode rural. Aujourd'hui, je pense que la question n'est plus là. Ceux qui voudront rester faire de l'agriculture outillés à haut niveau, on peut les aider à le faire, mais je pense que c'est un phénomène inéluctable que le monde entier, 75% dit ONU Habitat, se citadinise. Ce qu'il faut dire, c'est que comment l'urbanisation est en train d'être faite et pourquoi elle n'est pas réussie en Afrique. Parce qu'il faut rappeler les chiffres de l'ONU qui disent que 72%, environ 70% de ces citadins vivent mal. Parce qu'ils vivent dans des bidonvilles, parce qu'ils ont un vécu qui est indigne d'une condition humaine. Et là-dessus, un premier constat généraliste. Il faut que les États en Afrique assument pleinement leur rôle d'État stratège. Ce n'est pas une surprise que la population africaine est doublée, quintuplée ou multipliée par 10 depuis les années 50. Et donc nous avons des États qui ont pris donc ces pays-là tout jeunes et qui n'ont pas assuré, qui n'ont pas su mettre en place des politiques d'urbanisation dignes pour ces populations-là. Donc la prolifération
des bidonvilles, le plus grand qui est à Kibera à Nairobi, et il y en a d'autres, et qui, dans ces conditions-là, on le sait, si l'urbanisation est mal gérée, c'est un frein au développement, c'est de la déperdition de l'argent public, c'est un manque donc de stratégie d'urbanisation et qui est fatale à l'Afrique, qui est fatale à nos villes. Et aujourd'hui, tous les États devraient prendre ce sujet à bras-le-corps pour arriver à savoir, et les solutions existent, on pourra en parler après dans le détail, comment réussir une politique d'urbanisation. Je suis désolé, ce que j'ai vu là sur les deux exemples ne me rassure pas. Parce que quand on parle de décentralisation, on parle de municipalisation accélérée. Pour la plupart dans les politiques publiques en Afrique, donc au niveau de la décentralisation, il y a l'opposition. Et on sait qu'à chaque fois quand on fait des transferts de pouvoir sur surtout l'urbanisation, il ne suit pas de transfert de finances. Et donc quand on est maire d'une ville en Afrique et qu'on n'a pas les moyens, que les moyens sont retenus au niveau de l'État central et que c'est géré dans une péréquation politicienne, on n'est pas en train de gérer l'avenir de ce continent et son urbanisation. Et pour moi, à mon humble avis, l'une des solutions les plus urgentes aujourd'hui à mettre en place, c'est la création de logements. Et ce n'est pas seulement la création de logements, je suis désolé, c'est la création de logements pour les couches les plus défavorisées de façon économique. Parce que les bidonvilles qui y sont, ce sont les gens qui ne peuvent pas assurer donc, un bon habitat. Et ce bon habitat-là, on parle d'infrastructure, c'est bien parce que l'autre infrastructure, elle est ingrate. Il faut parler de la gestion des déchets, il faut parler de la gestion des eaux usées. Il faut veiller à ce que les populations pauvres, là où on les met, qu'on leur mette dans des surfaces viables, qu'on ne les mette pas parce qu'il y a une pluviométrie qui recule sur des bassins de rétention d'eau, qu'on ne les mette pas là où quand en 2 ans, une pluviométrie change, qu'ils vivent des inondations, qu'ils vivent des maladies, de la prolifération. Et tout ça, ce sont des dépenses publiques plus chères pour ces États. Donc, en résumé, pour dire, on perd plus d'argent à ne pas anticiper de façon proactive et à un niveau qui prenne vraiment en charge cette poussée démographique, on perd plus d'argent à dire et à incorporer dans des politiques publiques du futur comment arrêter les conditions dans des bidonvilles. Il vaut mieux pour une moindre déperdition de l'argent donc des Africains, faire de l'aménagement du territoire, mettre les gens, même si ce n'est pas le luxe, mais le matériel est très important pour faire un bon équilibre, comme dirait un grand professeur, entre le matériel et le logiciel dans nos villes. Et pour ce faire, il faut des politiques publiques fortes, clairvoyantes, proactives et qui prennent cette poussée démographique de façon sérieuse et à la mesure de ce que ça représente aujourd'hui. Donc, services sociaux de base, aménagement du territoire, une urbanisation claire et une aide aux populations économiquement défavorisées de pouvoir se loger de façon digne et décente pour que dans le futur, avec la venue d'une croissance, qu'il soit facile d'aider ces populations-là donc à vivre de façon plus décente. Samuel, vous êtes d'accord avec les propos de M. Ly? Les politiques publiques en termes d'urbanisation sont inefficaces sur le continent africain? Oui, elles sont inefficaces, mais il ne faut pas généraliser quand même la situation. Je pense qu'il y a des pays qui arrivent quand même à comprendre la nécessité de la décentralisation. Il a parlé du défi lié au transfert des compétences, parce que généralement la décentralisation ne figure que dans les textes, sur du papier, mais pour la matérialiser sur du terrain, il faut un transfert des compétences. Il faut une formation pour que l'administration publique municipale puisse être capable d'adopter des politiques multisectorielles, parce qu'on voit l'étroitesse de l'architecture institutionnelle au niveau municipal qui ne permet pas aux mairies et aux communes retirées loin de grandes métropoles d'être capables de développer des politiques multisectorielles dans leur pays. Mais il faut aussi prendre un autre élément qui est important, celui du peuplement ou du développement des villages. Il a parlé de l'exode rural. Il faut combattre les facteurs qui permettent de développer cet exode rural-là.
je pense qu'un des pays qui doit servir d'exemple à l'Afrique, c'est la Chine. Dans les années 50, la Chine a fait face à ces problèmes de peuplement urbain. Et la stratégie qui avait été adoptée par les Chinois à ce moment-là, c'était d'abord de mettre en place une politique de fixation des populations rurales. Cela leur permettait de renvoyer de force, de gré ou de force, des populations qui avaient émigré vers les villes en direction de leur village. Ceci a eu pour effet de développer certaines localités, de dynamiser l'économie locale. Et cela ne peut être effectif que si on désenclave les zones qui sont difficilement accessibles. Gratien, vous faites le même constat que Samuel et M. Ly. Les politiques en termes d'urbanisation sont un échec en Afrique ? Je ne dirais pas un échec, mais il y a beaucoup de choses à modifier. Juste pour réagir sur ce que Samuel vient de dire, c'est que, en fait, pour moi, et bon, ce qui s'est passé en Chine, c'était une période, c'était idéologiquement autre. Je pense qu'en Afrique, ça serait difficile de prendre les gens de calquer ce modèle ? Oui, le modèle de prendre des gens de la ville pour les ramener à la campagne. C'est ce qu'on a appelé une politique de... Peut-être pas l'appliquer à la lettre, mais oui. On peut trouver des moyens. Je vais le prendre comme exemple. Oui, oui, justement. Mais en fait, dans l'autre sens, on peut considérer que beaucoup de gens, justement ces modèles de développement des villes, on développe beaucoup les villes, surtout les centres-villes, où les routes, les endroits où il y a des gens qui sont aisés. On voit dans plusieurs villes en Afrique, on arrive au centre-ville, autour, on a l'impression qu'on est en Europe. Il suffit de faire quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres, et on se retrouve dans des endroits, vraiment, on se dit, là, on se retrouve en Afrique. Ce qui fait que ce développement-là n'est pas vraiment partagé. Souvent, c'est inégalitaire en fonction des uns des autres, comment ils sont placés. Il y a des gens qui ont construit des belles maisons qui ont besoin de viabiliser, alors qu'ils ne viabilisent pas les bidonvilles. Deuxième chose que je peux dire, c'est qu'on développe beaucoup les villes, oui, mais cette fixation des gens à la campagne, on développe moins à la campagne, moins dans les provinces, dans les petits centres, pour que les gens arrivent à se fixer, pour que les gens arrivent à créer des activités afin de rester là, parce que finalement, les gens, par exemple les paysans, ils sont heureux à la campagne plutôt que d'aller en ville pour être chômeurs. C'est surtout ce développement qui n'est pas à la même vitesse entre la ville et la campagne. Monsieur Ly, très rapidement, puisqu'on arrive à la fin du débat, vous vouliez peut-être rebondir sur les propos de Gratien ? Oui, plutôt dire que je suis pour un accompagnement. Juste pour donner un exemple, Dakar, c'est 87% d'emplois structurés. Abidjan, 75, 70. Et ils représentent moins de 0,2% de la surface du territoire national de ces pays-là. Donc, je reviens aux politiques publiques. Je pense qu'il y a un problème. 50 ans, on s'autogère. Si on est en face de ces problèmes-là, je pense certainement où on a vu faux, où l'application de ce qu'on avait vu n'a pas été efficace. Et c'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.